Cette vidéo est possible grâce à Cambly, votre plateforme d'apprentissage d'anglais en ligne avec des tuteurs natifs. On t'en parlera plus tard. Les tensions avec la Russie ont franchi une nouvelle étape. Les signaux sont alarmants et présagent d'un élargissement du conflit. The threat of war may not be imminent, but it is not impossible. And the risks of war should not be overblown, but they should be prepared for. And that starts with the urgent need to rebuild, replenish, and modernize member states' armed forces. Macron affirme que l'envoi de troupes occidentales en Ukraine ne peut être exclu. Guerre en Ukraine, Emmanuel Macron appelle les alliés à ne pas être lâches. Guerre en Ukraine, la France va participer à l'achat de 800 000 obus, annonce Emmanuel Macron. Face à ce que le Kremlin considère comme des provocations, le pouvoir russe a fait preuve de fermeté. La réponse de Poutine à Macron. Les conséquences pour les intrus seront plus tragiques. Ne comprennent-ils pas qu'il y a un risque de conflit nucléaire? Alors comment est-ce qu'on en est arrivé là? Pourquoi est-ce que malgré les avertissements des experts, on assiste à une escalade du conflit? N'y a-t-il pas un énorme risque de dérapage? Guerre en Ukraine, tension en mer Noire. Un AWACS et 2 Rafales français ont tenté de violer la frontière de la Russie, accuse le ministère russe de la Défense. Vous imaginez si l'un des chasseurs avait ouvert le feu? Je veux pas être catastrophiste, mais le risque d'une guerre entre la Russie et l'OTAN augmente de semaine en semaine. Et malheureusement pour nous, si elle devait avoir lieu, elle se déroulerait sur le territoire européen. Or, ces déclarations ne vous ont certainement pas échappé. Would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. Would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. Ouais, l'ancien président qui tente actuellement de se faire réélire a promis que s'il revenait à la Maison-Blanche, il ne défendrait pas l'Europe contre une attaque de la Russie, même qu'il encouragerait le Kremlin à passer à l'acte. Alors pour nuancer, c'est uniquement dans le cas de figure où les États européens membres de l'OTAN ne respectent pas leurs engagements budgétaires de 2% de leur PIB consacré à la défense. Mais à la rigueur, qu'importe, ça prouve que sous Trump, l'Europe ne pourrait pas compter sur la protection des USA. Alors pourquoi est-ce qu'on devrait s'en inquiéter? Que pourrait faire l'Europe si elle entrait en guerre contre la Russie sans le soutien des États-Unis? Ok, restez bien jusqu'au bout parce qu'on va parler de trucs assez peu commentés dans la presse généraliste et qui donnent une nouvelle perspective sur la guerre en Ukraine et les risques inhérents à un retour de Trump à la Maison-Blanche. Mais avant d'aller plus loin, as-tu déjà eu peur de parler en anglais en public? Peut-être que ça fait des années que tu ne l'as pas pratiqué sérieusement ou que tu n'as simplement personne avec qui taper la discute en anglais. Ça t'est sûrement déjà arrivé avec des amis ou au boulot. Ou même quand tu prévois les vacances, tu choisis spécialement des destinations où tu es sûr qu'on parle français. En vrai, c'est sûr que c'est déjà arrivé à certains parmi vous. En fait, la principale raison derrière ces insécurités, c'est que tu n'es pas habitué à parler à des natifs anglophones. Le souci, c'est le manque de pratique. Et c'est là qu'entre en jeu Cambly. Cambly, c'est une plateforme d'apprentissage de l'anglais en ligne. Depuis chez vous, où que vous soyez, vous pouvez échanger avec des milliers de profs natifs originaires du monde entier avec des accents super variés. Comme ça, t'es sûr de laisser derrière toi, une fois pour toutes, tes insécurités en anglais. Et le must, c'est que t'es libre de choisir l'heure et le lieu des cours. Déjà parce que c'est en ligne, mais aussi parce que tu peux le faire H24 et que tu peux choisir entre les cours individuels ou des cours collectifs adaptés à ton niveau. Et c'est pas fini. Avec son interface super intuitive, tu peux facilement choisir une date et un horaire pour ton cours et tu peux aussi choisir des tuteurs natifs qui parlent français pour mieux répondre à tes questions. En vrai, t'as plus d'excuses pour perfectionner ton anglais. Surtout qu'en plus de sponsoriser cette vidéo, Cambly t'offre une promo exceptionnelle de 50% de rabais avec le code Diplometrix. Tu trouveras aussi le lien dans la bio et en commentaire. Grâce à Cambly, tu vas réellement améliorer tes compétences en anglais avec l'aide de locuteurs natifs pour moins que le prix d'un café, à partir de 12,50 € par mois pour l'abonnement de 12 mois. Ça représente moins d'1 € par jour. Et si tu veux tester, Cambly te propose des cours d'essai d'une demi-heure pour seulement 1 €. Belle opportunité, n'est-ce pas? Donc, si tu veux épater tes amis et tes collègues, t'as le lien promo en bio et dans les commentaires. Promo valable jusqu'au 30 mars. Ok, on reprend avec la Russie versus l'OTAN. Déjà, le premier scénario qu'on va évoquer, c'est le pire de tous. Le cauchemar des analystes politiques et des experts militaires occidentaux, en particulier ceux des pays de l'ancien pacte de Varsovie qui connaissent très bien la Russie et ce dont elle est capable.
On est en 2026. Trump entame sa deuxième année de son second mandat. L'Ukraine résiste vaillamment, mais l'aide occidentale arrive au compte-gouttes. Le front est figé et tout d'un coup, Trump fait une annonce fracassante. Les États-Unis refusent d'honorer leurs engagements auprès de l'OTAN. Dans la foulée, l'armée US enclenche le retrait de ses troupes stationnées en Europe pour les redéployer dans l'Indo-Pacifique pour y contrer la menace chinoise. Vladimir Vladimirovitch Poutine y voit une opportunité inédite. Dès le lendemain, une attaque se produit en Estonie contre la population russophone. C'est une opération sous fausse bannière organisée par Moscou. Le Kremlin, faussement indigné, envoie des milliers de troupes à la frontière avec l'Estonie. Des centaines d'entre eux parviennent à s'infiltrer. Ils s'appuient sur les réseaux partisans pour déstabiliser l'Estonie de l'intérieur. Les tensions s'exacerbent au point que des missiles russes finissent par frapper la base aérienne d'Amari, où plusieurs troupes de l'OTAN sont stationnées. Dans le même intervalle, des centaines de milliers d'unités russes affluent depuis Leningrad à bord de chars, de blindés d'infanterie légers et de systèmes d'artillerie mobiles. Vous comprenez, ils doivent à tout prix intervenir rapidement pour protéger la population russophone d'Estonie qui subit les pires persécutions. Ça vous rappelle quelque chose? Les Donbass 2014 et peut-être la Moldavie en 2024. D'ailleurs, on en profite pour t'inviter à t'abonner, à liker et à partager. Tu peux aussi nous suivre sur Insta si tu veux taper la discute. Bref, on reprend ce scénario hypothétique. Face aux géants russes, 10 000 soldats estoniens plus quelques milliers de soldats de l'OTAN venus en renfort. Face au risque de dérapage, Poutine menace d'utiliser l'arme nucléaire si le territoire russe est attaqué. Il suggère des cibles comme Varsovie, Stockholm ou Berlin. En à peine quelques jours, l'armée russe contrôle l'est de l'Estonie, à commencer par Narva. C'est dans cette région de l'Estonie qu'habite en grande partie la minorité ethnique russo-estonienne. Une fois ce territoire capturé, le Kremlin menace de poursuivre la guerre, à moins qu'on ne parvienne à un accord. L'une des clauses les plus difficiles à accepter pour l'Europe, la rétrocession de l'Ukraine. Une autre cible de Moscou qu'on a souvent évoquée sur Diplo, c'est une attaque contre le corridor de Suwałki, une étroite bande de terre qui sépare Kaliningrad de la Biélorussie. Dans le principe, la tactique reste la même, isoler les républiques baltes du reste de l'Europe. C'est honnêtement l'un des points les plus chauds de tout le continent. N'empêche qu'en procédant de cette manière, Poutine se retrouve dans une situation très avantageuse pour négocier. Le seul obstacle sur sa route, l'article 5 de la charte du traité de l'Atlantique Nord. Sauf que si les USA ont retiré aux pays européens leur parapluie protecteur, il n'y a plus grand chose qui protège l'Europe de la Russie. Ça marquerait le point de départ d'une guerre dite conventionnelle, donc non nucléaire, entre les États européens et la Russie. Oui, parce que ni la France ni le Royaume-Uni, les seules puissances nucléaires du continent, ne se risqueront à frapper la Russie avec des missiles nucléaires sous peine de nous faire annihiler en même temps. Et l'OTAN dans tout ça, pas sûr qu'elle serve à grand chose. Elle pourrait éventuellement entrer en guerre contre la Russie. Mais les batailles se dérouleraient essentiellement sur le territoire européen, dans les pays baltes et peut-être aussi en Roumanie, en Bulgarie ou en Pologne. On est quasiment certain qu'en laissant le nucléaire hors de l'équation, les pays européens de l'OTAN finiraient par l'emporter, mais au prix de centaines de milliers de morts. Et aussi du côté des Russes. Après, est-ce que le Kremlin s'en préoccupe? On a déjà vu la valeur qu'accorde Moscou à ses soldats envoyés sur le front ukrainien. Donc quelques dizaines de milliers de vies en plus ou en moins, qu'importe. Tant qu'il peut rester au pouvoir, Poutine le fera. En revanche, côté européen, ça va être beaucoup plus difficile. Déjà parce que les armées européennes perdront des dizaines, sinon des centaines de milliers de morts. L'Europe occidentale accueillera des millions de réfugiés, tandis que des villes entières de l'Est seront rasées, comme l'ont été Mariupol et Bakhmout. Alors, il y a un moyen d'éviter ce scénario. Il faudrait négocier avec Poutine et accepter un cessez-le-feu. Mais ça signifierait perdre définitivement l'Ukraine et peut-être même l'Estonie. Et franchement, vu le danger que représente Poutine, il y a de fortes chances que le leadership européen accepte ces conditions. Poutine et la Russie comprennent qu'ils ne peuvent pas vaincre l'OTAN militairement. Ils ne peuvent vaincre l'OTAN que politiquement.
Ed Arnold, chercheur en sécurité européenne au Royal United Services Institute. En vrai, cette issue serait logique. Pourquoi risquer une nouvelle guerre à grande échelle sur le continent européen contre une poignée de kilomètres carrés en Estonie ou une Ukraine en ruine? Est-ce qu'il vaudrait pas mieux négocier avec Poutine une issue pacifique du conflit pour rétablir les relations avec la Russie? Et tant qu'à faire, avoir à nouveau accès à du gaz bon marché. Est-ce qu'on peut vraiment exposer les centres-villes historiques de Tallinn ou de Vilnius à l'artillerie russe? En plus, pour les Russes, Poutine entrerait dans l'histoire comme un chef d'État héroïque qui serait parvenu à redonner à la Russie sa splendeur d'antan. L'Ukraine serait revenue à la patrie. Même Piotr Ier, le grand tsar de Russie, n'est pas parvenu à accomplir une telle prouesse. Mais tout ça, c'est le scénario catastrophe par excellence. La vérité, c'est que la probabilité d'une guerre hybride est beaucoup plus élevée, même si les résultats pourraient bien ne pas être très différents. En fait, jusqu'à présent, ce scénario d'un conflit frontal avec la Russie n'a jamais vraiment été envisagé parce qu'on avait la protection du parapluie militaire des USA. Mais si Donald Trump retire cette protection militaire aux pays européens, il n'y a pas grand chose que les armées européennes pourront faire pour contrer la Russie. Les propos de Trump sont gravissimes. Et s'il redevient président, alors tout est permis à la Russie de Vladimir Poutine. Que ce soit dans le cadre d'une guerre conventionnelle ou d'un affrontement nucléaire, la Russie l'emporterait systématiquement contre l'Europe. D'un point de vue strictement militaire, sur le long terme, les armées européennes finiraient par l'emporter. Bon, au départ, la Russie réaliserait des conquêtes territoriales fulgurantes, genre l'occupation de l'Estonie, de la Lituanie ou du corridor de Suwałki. Mais éventuellement, on parviendrait à repousser la Russie et à la forcer à se replier sur elle-même. En réalité, l'objectif de Moscou serait tout autre. Il ne s'agirait pas tant de se battre contre les Européens, mais plutôt d'accentuer au maximum la pression sur la société et la classe dirigeante pour qu'elle cherche à tout prix à éviter une confrontation, quitte à négocier. Parce que oui, comme on te le disait tout à l'heure, la France et le Royaume-Uni restent malgré tout des puissances nucléaires. Certes, 10 fois moins puissantes que la Russie, mais il suffit d'un missile bien placé . En fait, le Royaume-Uni possède 200 ogives nucléaires et la France 300. En termes de dissuasion nucléaire, ça reste quand même pas mal. Mais si la Russie attaque l'Europe, cet arsenal nucléaire est inutile. Le problème, il n'est pas technique. La France et le Royaume-Uni pourraient frapper la Russie, mais d'un point de vue juridique, ils n'en ont juste pas le droit. En fait, les doctrines militaires britanniques et françaises prévoient que l'arme nucléaire ne peut être utilisée qu'en dernier recours en cas de menace directe à la sécurité nationale. En gros, uniquement si la France ou le Royaume-Uni sont directement attaqués. Mais si c'est l'Estonie ou la Roumanie, c'est dommage pour elle. Alors il y a bien eu des discussions ces derniers temps pour modifier cette doctrine, ce qui permettrait de garantir à l'ensemble du continent européen du parapluie nucléaire franco-britannique. Mais comme jusqu'à présent ce sont les USA qui comblent ce vide, les armées européennes se sont pas franchement pressées. La vraie question, c'est de savoir si les Britanniques et les Français accepteront de risquer un affrontement nucléaire avec la Russie pour défendre des pays est-européens comme l'Estonie, la Lituanie, la Pologne ou la Roumanie. Et même s'ils parvenaient à modifier leur doctrine nucléaire, est-ce qu'ils oseraient appuyer sur le bouton rouge? Faut pas sous-estimer la menace que représentent nos tergiversations et nos doutes. Poutine est un joueur d'échecs. Il saura exploiter nos faiblesses et les retourner contre nous dès qu'il y verra une opportunité. Mais bon, on parle d'un avenir hypothétique. Qui sait si ça va déraper à ce point? En tout cas, si le Royaume-Uni et la France n'engagent pas leur arsenal nucléaire, et vu que les autres pays européens n'en possèdent pas et que les USA risquent de leur retirer leur protection, on est quasiment sûr d'aboutir à un affrontement conventionnel. Sans le soutien nord-américain, le risque d'un conflit avec la Russie augmente exponentiellement. On appelle ça la théorie des jeux, un concept théorisé par le britannique Bentham et l'allemand Hegel. Mais à quel point est-ce que le scénario d'une guerre russo-européenne est probable? En vrai, j'imagine qu'on doit avoir l'air parano. On est vraiment désolé, mais ce scénario est non seulement réaliste, il est aussi probable. Mate-moi ça. Le Danemark prévient que la Russie pourrait attaquer un pays de l'OTAN d'ici 3 à 5 ans.
Il existe désormais une fenêtre qui pourrait durer 1, 2 ou peut-être 3 années, période durant laquelle nous devons investir encore plus dans une bonne défense. Général Eirik Kristoffersen, chef d'état-major de l'armée norvégienne. Et ça ne concerne pas que le Danemark ou la Norvège, même que le ministre suédois de la Défense, Carl-Oskar Bolin, a déclaré, permettez-moi de le dire avec toute la force de ma fonction, il pourrait y avoir une guerre en Suède. Il faisait directement référence à la menace russe. Il a même demandé à l'agence suédoise pour les situations d'urgence civile d'aider les autorités à élaborer une stratégie de défense en cas d'invasion. À noter que depuis, la Suède a officiellement adhéré à l'OTAN en tant que 32e pays membre. Pareil en Pologne, où le Bureau de la sécurité nationale a déclaré que le flanc est de l'OTAN n'avait que 3 ans pour se préparer à la confrontation avec la Russie. Les analystes roumains, britanniques et ukrainiens arrivent eux aussi à la même conclusion. La Bundeswehr, l'armée allemande, se prépare quant à elle à plusieurs scénarios de guerre avec la Russie. D'ailleurs, même si les États-Unis ne retiraient pas leur protection, pas mal d'analystes sont arrivés à la conclusion qu'une guerre avec la Russie est inévitable. D'après eux, une attaque limitée de la Russie sur une cible bien spécifique comme l'Est de l'Estonie pourrait pousser l'OTAN à préférer négocier que de déclencher une apocalypse nucléaire. Encore une fois, c'est la théorie des jeux qui s'applique. Évidemment, les républiques baltes, qui sont les premières concernées, prennent cette menace très au sérieux, d'où ce genre d'initiative. L'Estonie va construire 600 bunkers le long de la frontière avec la Russie. Vous vous rendez compte de la portée symbolique de cette annonce? Un pays membre de l'Union européenne est en train de construire des centaines de bunkers pour se défendre contre une invasion de la Russie. Ça veut bien dire à quel point la menace est prise au sérieux. C'est pas juste une psychose générale. D'ailleurs, il n'y aura pas que des bunkers. À partir de 2025, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie vont bâtir toute une ligne défensive le long de leurs frontières avec la Russie et la Biélorussie, avec des barbelés, des mines et des batteries de missiles anti-chars, des dents de dragon, des canons d'artillerie, etc., etc. L'invasion russe de l'Ukraine a démontré qu'outre le matériel, les munitions et les effectifs militaires, nous avons également besoin d'installations de défense physique à la frontière pour protéger l'Estonie dès le premier mètre. Hanno Pevkur, ministre estonien de la Défense. Même qu'en 2023, la Lettonie a été la première république balte à rétablir le service militaire obligatoire. Quant à la Lituanie, celle-ci réalise d'importants achats pour sa défense, notamment plusieurs dizaines de chars allemands Léopard 2 parmi les meilleurs de sa catégorie. Et il y a des centaines d'autres exemples de comment les pays baltes se préparent à un conflit de haute intensité. Alors bien entendu, vu leur taille et leur capacité militaire, ils ne pourront pas résister longtemps à une offensive russe. C'est là qu'entre en jeu la Pologne. On y avait dédié une vidéo il y a un peu plus d'un an pour t'expliquer comment le pays compte moderniser son armée pour devenir la première puissance militaire du continent. Alors, est-ce que ça suffirait à dissuader une attaque russe? Mais chapitre suivant. Les tambours battants de la guerre. Certains d'entre vous pourraient penser qu'on alimente ce sentiment d'insécurité générale. Mais les gars, en vrai, toutes les agences de renseignement occidentales sont alarmées par la montée des tensions avec la Russie. On ignore encore l'issue de la guerre en Ukraine. Celle-ci pourrait très bien finir par la perdre à moins qu'elle n'inflige un sérieux coup au Kremlin. Mais si l'Ukraine tombe, l'Europe de l'Est sera la prochaine. Or, le retour de Donald Trump au bureau ovale de la Maison-Blanche pourrait accentuer ce risque. Et c'est justement ce que craignent les gouvernements baltes. À l'heure actuelle, l'Europe n'est pas prête pour la guerre, ni en termes de munitions, ni en termes d'armement, ni en termes de capacité industrielle. Voici une déclaration d'un ex-officier belge. Si la guerre éclate en Belgique, nous serons obligés de jeter des pierres au bout de quelques heures seulement, faute de munitions. Mark Thies, lieutenant général à la retraite. Bon, au moins ça le mérite d'être clair. Le dernier exemple en date, c'est l'incapacité de l'Union européenne à honorer ses engagements avec l'Ukraine concernant le million d'obus d'artillerie qu'elle lui avait promis. Finalement, elle a réussi à lui en fournir que 300 000, ce qui a des conséquences dramatiques sur le champ de bataille. Le PIB de la Russie a beau être inférieur à celui de l'Italie, toute son économie est à présent orientée vers la guerre. À elle seule, l'industrie russe produit plus d'obus d'artillerie que tous les pays européens réunis. Et c'est sans parler du nombre d'effectifs mobilisables. L'armée russe peut compter sur au moins 3 millions de soldats réservistes compris, alors que l'UE, dans son ensemble, c'est 1,3 million à tout péter.
Oui, la capacité industrielle, économique et technologique des pays européens finirait par prévaloir. Mais rappelle-toi que ce que cherche le Kremlin, c'est pas la victoire sur le champ de bataille. Admettons que la Russie finisse par envahir l'Estonie. Il se passerait quoi en France ou en Belgique si nos gouvernements respectifs décidaient d'envoyer des troupes se battre? Ils assumeraient le poids politique et moral? Et l'opinion publique, elle réagirait comment? Est-ce qu'en France, on n'assisterait pas à des cortèges interminables pour réclamer un cessez-le-feu? Mais vous pensez que ça nous fait plaisir la guerre en fait? Bref, aujourd'hui, les gouvernements européens freinent des quatre fers pour éviter une escalade du conflit, mais pour l'heure, leurs efforts restent vains. Non seulement l'Europe n'est pas prête pour la guerre, elle ne se prépare pas non plus à la guerre. Benjamin Tallis, analyste au Conseil allemand pour les affaires étrangères. En Europe, nous disposons d'une capacité industrielle de défense largement conçue pour les temps de paix. Paul Johnson, ministre suédois de la Défense. Or, rectifier le tir coûterait très cher et nécessiterait un peu de temps. On parle de 5 à 10 ans au moins. Alors, comment faire pour éviter le pire? En soi, il y a 3 choses que les gouvernements européens peuvent faire dès à présent pour mettre toutes les chances de leur côté. La première, c'est soutenir l'Ukraine pour lui permettre de saigner l'armée russe. La deuxième, c'est de coopérer ensemble pour construire une base industrielle solide de manière à rebâtir nos stocks de munitions et d'armement. On est à fond derrière les grands projets d'investissement comme le plan de relance post-pandémique Next Generation, très axé sur l'environnement. Mais il ne faut pas négliger notre sécurité collective. Dans un monde idéal, on dédierait toutes nos ressources à la transition verte. Mais bon, quand t'as un ennemi comme la Russie de Vladimir Poutine aux portes de l'Europe, tu peux pas non plus te permettre de faire l'autruche. Concrètement, l'UE peut t'aider en émettant des obligations et en finançant l'effort de réindustrialisation et de réarmement des pays européens. Ensuite, ces pays pourraient rembourser ces emprunts selon une feuille de route prédéfinie sur une période allant de 10 à 20 ans. C'est juste une possibilité parmi tant d'autres. De cette manière, si on investit suffisamment et qu'on mène une politique de défense commune responsable, les pays européens pourraient rattraper leur retard d'ici 2 à 3 ans. Enfin, la dernière manière d'améliorer notre sort, c'est de copier certains modèles déjà en place, comme celui de la Finlande. Nous avons une force aérienne, une armée de terre et une marine très puissante, et l'armement qui va avec, y compris la plus grande artillerie d'Europe avec celle de la Pologne. Alexander Stubb, ancien Premier ministre de la Finlande. Ça fait des années que la Finlande se prépare à un conflit avec la Russie, avec qui elle partage une frontière longue de 1300 km. D'ailleurs, elle aussi a récemment adhéré à l'OTAN. Bref, même si le pays ne compte que 5 500 000 habitants, près de 900 000 Finlandais ont déjà reçu une formation militaire. Pareil avec la Ligue de défense estonienne, une organisation paramilitaire qui se base sur le bénévolat et qui a été spécialement conçue pour faire face à une éventuelle invasion russe. Créée en 90, après l'émancipation de l'Estonie de l'Union soviétique, cette force réserviste compte 18 000 soldats qui suivent une formation continue et qui ramènent leurs armes chez eux. Vous savez, au cas où, ça serait pas mal de répliquer ce modèle dans tous les pays est-européens. En tout cas, ça contribuerait pas mal à dissuader la Russie de tenter quelque chose. Alors, quand bien même Poutine affirme publiquement qu'il serait ridicule d'attaquer l'OTAN, n'empêche qu'il disait exactement la même chose concernant l'Ukraine. Et on sait très bien ce qu'il s'est passé en 2014, puis en 2022. Nous avons oublié qu'en réalité, la paix est une chose rare quand on regarde en arrière dans l'histoire humaine. Et qu'en réalité, la guerre est une composante intégrale de notre histoire depuis des millénaires. Colonel Matti Tikkärpuu, commandant de la 2e brigade des forces de défense estoniennes. Finalement, les accords de non-prolifération du nucléaire signés par l'Allemagne et la Pologne risquent de leur coûter très cher, de nous coûter très cher. Reste à voir si Trump, s'il parvient à se faire réélire, aura le culot de rompre le traité de l'Atlantique Nord. Franchement, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, mais les dernières déclarations de notre président sont franchement alarmantes. On ne peut pas se permettre de se fixer des limites face à un ennemi qui ne s'en fixe aucune. Emmanuel Macron. Ok, on a plié le sujet. Maintenant, à toi. Comment faire pour éviter un conflit avec la Russie? Que devraient faire les dirigeants européens? Laisse-nous ta réponse dans les commentaires. On espère que cette vidéo t'a plu. Et si c'est le cas, abonne-toi, like et partage. Et nous, on te dit à très vite pour plus d'actu internationales. Tchuss!